cœur des hautes vallées de la montagne corse, bien à l'abri des regards, se cachent de vastes étendues herbeuses, des prairies naturelles, destination finale des voies de transhumance estivales. Ces prairies sont liées à l'existence jadis de glaciers, dont il subsiste quelques lacs dans le creuset de la roche. Ces grands pâturages sont comme des trésors, bien dissimulés au milieu des sommets arides, des pics saillants et des crêtes dénudées, qui forment de véritables remparts, isolant du reste de l'île ces espaces fertiles, si prisés par les bergers d'antan. Les voies d'accès sont rares, difficiles. Il faut des jours de marche depuis le littoral, à travers la rocaille et les pierriers, le long des corridors étroits, pour gagner ces espaces de verdure. Mais là-haut, le spectacle vaut bien l'effort accompli. Tu sais qu'il y a de nombreux peintres qui ont été séduits par cette nature mystérieuse et généreuse. Il y a William Cohen qui a laissé une magnifique aquarelle du golfe d'Ajaccio. Puis il y en a un que j'adore, c'est Theodore Compton. Il a réussi à dépeindre vraiment toute l'atmosphère et la magie de la montagne. Une aussi qui s'appelle Miss Crow, qui a fait des dessins, mais des peintures très très animées et très vivantes, absolument fabuleuses. Cette nature magique, ça vous inspire, hein? À vous, les artistes. Alors, tu me montres ce chef-d'œuvre? Et là. Enfin, nous, on est ici, tu vois. Là, ça c'est toi et moi, hein, cheveux longs. Hein. C'est moi? Ouais, moi. Le golo qui descend, qui va direction vers le niveau. Là en face, Cap Ouamir, hein, la montagne là. C'est le sens du détail, hein? Hein, dans le cirque là. Et ensuite là, le chemin qui va dans le Falazor, le chemin de transhumance. Et le plus important, au Badrone, à Mouvrayank. Oh, il est beau, hein? Ouais. Et il lui manque un détail. Là, les yeux. Les œils rouges. Ah oui. Comme ça, on tout le soir. Ah. Tu veux voir? Non. Tu prends mon cartable, s'il te plaît. Oui, maître. Merci. Il y a 12 000 ans, prenait fin la dernière glaciation. Et le vaste glacier, qui occupait alors tout le centre de l'île, fondait. Libérant des milliers de tonnes d'eau, ainsi que ces larges cuvettes creusées par le poids de la glace. Depuis cette époque lointaine, le sol est resté tourbeux, spongieux, alimenté chaque hiver par les nouvelles neiges et le ruissellement des eaux. C'est alors tout un écosystème surprenant qui s'est mis en place, au cœur de ces massifs. Un écosystème unique, évoluant au rythme des neiges et du dégel, dans un univers très préservé, une sorte d'isolat,
protégés du reste de l'île par les hautes montagnes et leurs sommets inaccessibles. Près de la moitié des espèces végétales de la haute montagne corse a ainsi évolué en vase clos, se parant de caractères endémiques prononcés. Regarde-moi ça, cette vallée. Hein. C'est grandiose. Hein. La vallée du Golo. Et tu sais qu'ici, on est dans un ancien circuit glaciaire. Regarde-moi ça, ces montagnes qui nous entourent. C'est très, très minéral. Hein. Ouais, elles sont vraiment magnifiques. Ouais. Et là, regarde, la rivière, au Golo. Quand même très peu d'arbres, je trouve, à part les zones. Ouais, ça, c'est des wasses. On les appelle wasses. Ces zones qui poussent à altitude. Et là, il n'y a plus beaucoup d'arbres. Hein. Et regarde-moi ça, cette belle vasque. Petite cascade. Un petit paradis. Ouais. Et moi, je vais en profiter parce que j'ai les pieds qui chauffent. Hein. C'est des goumiques. Hein. Moi, je vais me poser là. Scalano. Hop, 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 hop. Ah. Là, ça va faire... Ah. Alors, et comment Ça fait du bien. Hein. Elle est au top. On habite vraiment sur une terre merveilleuse. Oh, la jolie fleur blanche. Oh, qu'elle est jolie. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle l'immortelle des frimas. Amurza. Très, très Ou jolie. Amurzela. Amorcée. Est-ce qu'elle a le même parfum que sa cousine qu'on trouve là, Non, pas vraiment. Et celle-là, là-bas, la petite jaune? Ah, juste à côté de la chute, là. Oui. Alors ça, c'est la doronique. Et elle va pousser à côté des rivières. Et en voyant cette vallée-là, il y a une histoire très lointaine. Hein. Jadis, c'était il y a des millions d'années. Hein, et c'est là qu'il y a eu une grosse bataille qui a opposé le mouflon blanc albinos, figure-toi, contre le mouflon du démon. C'est pas possible. Ah ouais. Et c'est lui qui avait organisé le lieu de rencontre ici. Donc le mouflon du démon est arrivé par la vallée. Il a craché, il a envoyé une grosse boule de feu de sa gorge. Et elle est rentrée dans la vallée comme ça. Et ici, il y avait un glacier. Donc qu'est-ce qu'a fait la boule de feu? Elle a percuté le glacier, pouf, elle l'a fait fondre. Alors le mouflon blanc, il était malin, il n'a rien fait. Il a attendu le glacier, l'eau a arrivé à fond, là, une grosse chute, et elle a emporté le mouflon du démon jusque dans la vallée. Il a été pris à son propre piège. Voilà. Et Ramaligno, Bien fait. Amuvrayanka. On entend souvent parler dans les légendes des diables et des démons. Hein. Ouais. D'ailleurs, on en a raconté une, il n'y a pas très longtemps, sur l'histoire d'un petit pont perdu qui aurait été englouti par les eaux. Alors peut-être que c'était les eaux de Tacru. Et on dit aussi que c'était les eaux du barrage, lors de sa construction, qui l'aurait définitivement condamné. Alors c'était un très très vieux pont qu'on n'utilisait plus depuis des siècles, parce que la légende disait qu'il était de nature maléfique. Alors il y a très 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 longtemps, avant que les Génois ne construisent le pont de Fontanelle, le Golo divisait la région du Niolo en deux. Il était infranchissable sur toute la longueur de la vallée, depuis la Scala. Et en fait, les habitants devaient attendre l'été, au moment où le niveau de l'eau était au plus bas, voilà, pour pouvoir passer. Alors un jour, il arriva dans la région un mystérieux homme qui sentait le soufre et il demanda à voir le chef du village. Il lui proposa de lui construire un magnifique pont. Le chef du village lui fit comprendre que en fait, la population était trop pauvre et qu'elle ne pourrait jamais payer un édifice pareil. Et le bonhomme en fait, lui proposa un marché. Il lui dit le pont contre l'âme pure d'une jeune fille de la région. Alors, le chef du village, il réfléchissait, mais il était quand même assez intéressé. Il trouvait la proposition alléchante et il accepta le deal. Brute. Alors donc, le temps passait, il n'en parlait à personne. Hein. Mais quand même, il était un peu pris de remords, il en parlait à sa femme. Elle, par contre, elle était épouvantée par cette transaction, je dirais. Et elle a couru le dire à Saint-Martin, qui gardait ses chèvres sur la montagne. Et alors, un soir, donc, on entendit des bruits bizarres dans tout le village. C'était en fait le diable en personne qui avait fait appel à toute son armée de petits êtres noirs et maléfiques qui commençaient à construire le pont. Les Orokai. Peut-être.
Et donc du coup, l'air était devenu très très malsain et les habitants étaient cloîtrés chez eux, plus personne ne bougeait, sauf Saint-Martin qui était là et qui s'était caché derrière un rocher. Saint-Martin, malin, il avait pris un coq, il l'avait caché sous son manteau. Donc le pont était en cours de construction, il n'était pas encore achevé, que Saint-Martin sortit le coq de sous son manteau et le coq commença à chanter à tue-tête, ce qui fit fuir les petits démons qui retournèrent dans les entrailles de la terre parce qu'en fait, ils supportaient absolument pas la moindre lumière du jour. Et donc le pont, au petit matin, se dressait là, inachevé. Alors on dit que les habitants du village ont mis un peu moins d'une semaine pour le terminer, mais on dit aussi que le diable, qui était fou de rage d'avoir perdu son pari, avant de quitter les lieux, avait maudit l'endroit. Belle ton histoire, Hein, c'est pas mal, hein? Ah, mi piace assai. Il y avait de ces histoires quand même. Hein. Les diables, les démons. Ah, en tout cas, on est bien là. Et puis c'est grâce à ta bataille de mouflons hein, qu'on peut profiter de cette vallée. Ouais. Ah, d'amiguetto. Les forces titanesques qui ont façonné ces massifs insulaires, ces colosses de pierre et ces canyons tortueux, ne pouvaient être que l'expression des luttes infernales qui opposèrent jadis les dieux et les démons. Et tout visiteur avisé pourra aisément déceler dans les plis de la roche les stigmates de ces gigantesques affrontements. Selon Corridor, que l'on nomme la Scala di Santa Regina, n'échappe pas à la règle. Lui, dont on raconte qu'il fut creusé en une seule fois par un accès de colère démoniaque. Le décor reste époustouflant. Le long de cette corniche, de cet ancien chemin de muletier dont on a fait une route, vertigineuse, superbe et lancinante. Veramente bello studiato. Et là, avant tout, c'est un sentier de transhumance hein, qui permettait aux populations de bergers de l'est du Nilo, hein, des plaines de Francardo, Pontelecce, tu vois, Romès, et aussi de la plaine orientale, de monter ici avec leurs troupeaux en estive hein, sur les montagnes, hein, sur les vertes vallées, on va dire. Monter avec toute la famille. Voilà. Ah, t'imagines un peu ah, ça comme il est beau, tout empierré, hein, toutes ces chiappades, ces murets. T'imagines un peu les maçons qui ont dû réaliser. Cette montée, là, on dirait des escaliers. Ouais, en fait, là, tu as des lacets, je crois que tu as 17 lacets avec des escaliers et ça fait 4 km de long. Hein. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on appelle ces escaliers les escaliers de la reine? Les escaliers de la reine, pourquoi? Parce qu'il y a une reine qui fait partie là en transhumance. Alors, la reine en question, c'est la Vierge Marie, car c'est elle qui a façonné ces gorges. Alors, il y a fort, fort longtemps, Saint-Martin, alors berger dans le Niolu, entendit la complainte du laboureur Pedro Maria, parce que tu sais que jadis, la Scala di Santa Regina n'était pas comme ça. Hein. Elle était très, très cultivée, il y avait des culteurs en terrasse, cultivaient le blé. Alors imagine-toi que s'il n'y avait pas de laboureur, c'était un gros problème. Donc du coup, Saint-Martin décida de prêter main forte au laboureur et se mit à faire son travail. Hein. Le diable
arriva fou de rage parce qu'il était en affaire avec le laboureur. Comme un fou, il attrapera la charrue, la balança comme ça contre la montagne. Et la montagne elle éclata en des milliers de morceaux de pierre. Saint-Martin, il était effondré devant un tel désastre et il se mit à prier la Vierge Marie. Celle-ci apparut et rangea les blocs de montagne comme ça de part et d'autre de la faille, créant ainsi ce défilé gigantesque. Ah, belle histoire, hein, en tout cas. Ah, en plus, c'est le golo qui passe au milieu, qui serpente. C'est super bon. Vraiment tombé au bois. Tu vois, les diables, de partout, en montagne, il fait des siennes. Hein. Il reste jamais tranquille. Tu en as peur, toi, du diable? À penouche. Mais il y a Saint-Martin qui veille sur nous. Autant on se le croise derrière. Qui? Saint-Martin. Pas le diable. Ouais, non, pas le diable. Quels sentiers incroyables que ces chemins jadis de transhumance. Avec leurs étonnants franchissements d'obstacles, leurs innombrables serpentins à flancs de massifs, leurs tonnes de pierres et leurs kilomètres de labeur. Satan s'emballe Oh là. là là, les éléments se déchaînent. Il va nous jeter de gros cailloux dessus. Le sang va couler de la montagne. Viens, viens, on va se mettre là. On va se percher. Oh, il y a une vue magnifique d'ici. Va y bien, ouais. Quel vent. C'est bon ou pas? Il s'agit de ne pas tomber là, hein, Paul? Ouais, et avec ce vent, C'est un peu haut, hein? ouais, c'est pas grave. En même temps, c'est magnifique. Hein, tu imagines ici, cette montagne, ce défilé, ce qu'il a connu. Hein. Ici, ça a été vraiment un théâtre de révolte, hein, de bataille, puisque tu avais les troupes rebelles corses hein, qui tendaient des embuscades aux Génois, hein, puisqu'ils étaient en guerre contre eux, et par la suite, contre les Français, contre les armées du roi de France. Donc là, mousquet engagé, papam. C'était difficile de pénétrer dans le Niol. Et c'est aussi ici que naquit, selon une légende insulaire, l'hymne corse, le Dio. Ah, mais tu veux parler du Dio Isalverigine. Ouais. Voilà, oui, c'est vrai. En effet, la première fois qu'on a entendu ce chant, c'était à Courches. Il a été chanté, selon la tradition, hein, par l'abbé Coste. Donc c'est lui qui le fit connaître à ses compatriotes en 1720. Ouais. Et ensuite, ce chant fut repris et devint l'hymne corse, en fait, lors de la bataille des Corses contre Gênes en 1735. Ouais. Alors en fait, à la base, ce chant sacré, en fait, c'est le Salve-Regina. Il est dédié à la Sainte Vierge et il a été écrit en latin, donc au XIe siècle, par l'évêque de Puy, qui était donc un des chefs de la première croisade en 1098. Ouais, et donc ensuite, ce chant a été traduit en italien au XVIIe siècle. Il est devenu très très populaire à Naples. Et puis de Naples, il est passé facilement en Corse grâce aux hommes d'église. Ouais, et d'ailleurs, c'est dans un couvent à Auritz, lors d'une consulte, qu'il a été modifié en Corse. Si tu veux, au départ, la communauté demandait la protection de la Vierge pour les malheureux, et ensuite c'est devenu une protection, hein, une demande à la Vierge pour protéger les hommes qui partaient en guerre hein, contre leurs ennemis. Ouais. Et ça donnait Boida de migi nostri, a noi da te vittoria. E poi l'eterna gloria in paradiso. Ouais, ça a été transformé. Il est magnifique ce chant. Hein. Ouais, on peut dire même qu'il est émouvant. Mais par contre, on peut dire aussi qu'il n'a pas été vraiment créé en Corse, seulement juste des couplets ont été rajoutés. C'est vrai ce que tu dis, parce que figure-toi qu'il y a des recherches récentes qui attestent en fait que ce chant a été chanté par les jésuites dans toute l'Italie de la fin du XVIIe siècle et que c'est en fait le père Francesco di Geronimo qui est en réalité l'auteur de ce chant. Donc c'est lui qui l'a interprété et c'était un saint homme d'origine napolitaine. Et en fait, ce chant est devenu, parmi les jésuites, le chant officiel. Ça devient vraiment le chant phare de leur répertoire.
Et ils l'ont imprimé à plus de 10 000 exemplaires et l'ont diffusé comme ça dans toute l'Italie. Ouais. Et donc du coup, on pense que l'abbé Sauveur-Coste, quand il a chanté ce chant, en fait, il avait juste récupéré une de ses copies. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce chant n'est plus, on l'entend plus dans les églises italiennes. On l'entend plus souvent en Corse d'ailleurs. On va dire quand même qu'il a été créé ici. Hein. Je trouve. Voilà. Au sommet de l'île renvoie cet hymne insulaire de crêtes effilées en parois vertigineuses, à travers tous les massifs et jusque dans les vallées de l'intérieur, empruntant ces longs et sinueux couloirs qui forment les seules routes de l'île. Là, au débouché de cette belle voie d'accès au travers du Niolo, une large cuvette et un lac adoucissent le paysage. C'est le lac de Calaguccia, un lac artificiel créé par un barrage hydraulique dans les années 60. Près de 50 ans plus tard, ce vaste plan d'eau de 130 hectares fait pleinement partie du panorama, apportant sa touche de bleu dans ce tableau vert et gris de roches et de maquis. Attention le lamagne, il y a des piquants. Ça va. J'ai pris un piquant dans le pied. Comme il est mignon ce petit pont. Eh ouais, il semble isolé au milieu de nulle part, enjambant le Golo. Il a 5 arches, enfin il avait du moins, puisqu'aujourd'hui il n'en reste plus beaucoup. Hein. Celle-là d'ailleurs, il me semble que... Il a l'air tout fragile, hein. Tu es sûr que c'est... Ouais, là, c'est sur le côté. Hein. Au milieu, il y a des pierres. Va. Allez, bang. Wow. Merci. Or, il a l'air tout fragile, tout petit comme ça, à côté de... Regarde. Oh, regarde ça, cette espèce de mastodonte de béton. Donc, le barrage EDF de Calaguccia, qui a été construit donc, dans les années 60. Et il irrigue toute la région. Et donc, c'est lui qui est responsable de la création du lac. Ah, t'imagines, hein, on est sur un tout petit pont génois, un petit pont de cailloux, et là, boum, un énorme géant de béton. Regarde-moi ça. C'est imposante structure. Ah, t'imagines un peu là le béton qui a dû être coulé là. Il a dû en arriver des toupies. Ouais. Ah, au fait de ces colonnes là. Et là, à côté, le petit pont de la Fontanée. Là. Donc c'était un pont génois hein, qui a été construit au XVe siècle. Alors ce pont, en fait, il enjambe la rivière, et en fait, c'était la route hein, qui reliait le Niolo à Corté, donc ta région. Et c'était aussi un endroit stratégique, puisqu'ici se trouvaient, il y a des siècles, 2 petits castells, l'un de chaque côté du pont. Donc il y avait le Castello Rosso d'un côté et le Castello di Raval de l'autre. Ouais. Alors ça fait partie donc, des petits chefs-d'œuvre comme ça à l'abandon, malheureusement. Des petits chefs-d'œuvre qui ont aidé les populations pendant des années, des siècles, à donc transporter les denrées alimentaires et autres donc à travers les vallées. Les châtaignes, le vin, l'huile, le bois. Et ouais. C'est dommage aujourd'hui parce qu'il est en piteux état. Oui, hein, je vois ça. On le voit, hein, il tient à peine. Et en fait, c'est dû aussi en partie au barrage, puisque quand il y a des lâchers, hein, tu as l'eau qui descend dans ces grandes les colonnes, ça descend et ils font beaucoup de lâchers. Et à force, hein, depuis des années, ça érode les piliers du pont et il se trouve aujourd'hui Et un jour, tu crois qu'il pourra disparaître ? À mon avis, oui, hein, s'il n'est pas restauré, sinon il faudrait le déplacer et le porter un peu plus en amont du fleuve. Ouais.
Écoute, moi, je vais juste enlever mon piquant parce que là, je peux plus. Non, non, mais ne fais pas ça sur le pont. Hein. Ça se fait pas, ça. Et c'est le gasque. Attends-moi quand même, va. Allez, allez. Attends. Là, je peux remettre ma chaussure, non?